Salut, bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne Côté Infirmier. Aujourd'hui, on va commencer dans cette première vidéo par aborder un point clé et souvent redouté de tout étudiant en soins infirmiers, il s'agit des normes sanguines. Allez, on est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut tout de même commencer par savoir que les normes sanguines peuvent être de nature différente. En effet, le sang est une mine d'or et peut nous révéler énormément de choses. Dans cette vidéo, nous allons seulement voir les principales normes, celles qui sont essentielles à connaître afin de ne pas être perdu en stage, car il en existe des centaines et forcément on ne va pas pouvoir tout aborder ici. On ne parlera donc pas de marqueurs hépatiques, lipidiques, cardiaques ou encore du bilan gazeux, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si cela vous intéresse et on pourra alors les aborder ensemble dans une prochaine vidéo. Enfin, sachez que c'est que des normes et que celles-ci peuvent varier d'un laboratoire à un autre, d'un individu à un autre en fonction de différents critères comme l'âge, le sexe ou encore l'ethnie de votre patient. Faites attention également aux unités que vous allez utiliser lorsque vous allez lire les résultats. Allez, on commence tout de suite avec la première grande catégorie, la NFS. La NFS, ou numération formule sanguine, peut également être appelée hémogramme. Cette analyse de sang permet de comptabiliser les différents éléments figurés du sang. En ce qui la concerne et connu de tous, nous pouvons alors commencer par parler des hématies, plus communément appelés les globules rouges, et qui permettent de transporter l'oxygène au tissu. Ceux-ci doivent être compris entre 3,8 et 4,8 Tera par litre chez les femmes, et entre 4,5 et 5,5 Tera par litre chez les hommes. En lien direct avec les hématies, nous retrouvons l'hémoglobine, la protéine qui donne la couleur rouge au sang, qui est riche en fer et qui permet de transporter l'oxygène sur les hématies. Celle-ci varie d'un individu à l'autre et doit être située entre 12 et 16 grammes par décilitre pour les femmes et entre 13 et 18 grammes par décilitre chez les hommes. Dans le cas où celle-ci est trop basse, il y a de fortes chances que votre patient soit anémié ou qu'il fait une hémorragie, qu'elle soit interne ou externe. Parlons maintenant des globules blancs, appelés aussi les leucocytes. Ils sont essentiels dans le système immunitaire car ils ont une place importante en ce qui concerne la défense de l'organisme contre les infections. En temps normal, ils doivent être compris entre 4,5 et 11 Giga par litre de sang. Dans le cas où ils sont présents en trop grand nombre, on parle de leucocytose, et cela est la réponse normale de l'organisme contre une infection extérieure. A l'inverse, s'ils sont trop bas, votre patient a une leucopénie et le risque d'infection augmente. Nous ne les détaillerons pas non plus dans cette vidéo, mais il existe également différentes familles de leucocytes, comme les neutrophiles, les lymphocytes, les monocytes, les éosinophiles ou encore les basophiles. Terminons maintenant de parler de la NFS avec les thrombocytes, ou plus communément appelés les plaquettes, et qui aident dans le processus de coagulation en cas de saignement. L'organisme en comprend entre 140 et 450 Giga par litre. En cas de thrombopénie, c'est-à-dire une numération plaquettaire trop faible, le risque de saignement est majoré pour le patient. Le ionogramme sanguin, ou plus couramment appelé le iono, permet de visualiser les différents ions présents dans le corps humain et ainsi de constater s'il y a un déséquilibre hydroélectrolytique au sein de l'organisme. Il est également courant lorsqu'on évoque le iono de le noter IUC, car cela veut dire iono-urée-créate. En effet, vous verrez en stage que sur le même tube de prélèvement, nous pouvons voir certains marqueurs de la fonction rénale en plus des différents électrolytes. Sur le ionogramme, il y a donc deux électrolytes majeurs à connaître qui sont la natrémie, c'est-à-dire le taux de sodium dans le sang, et qui doit être situé entre 136 et 146 mmol par litre, et la kaliémie, qui correspond elle au taux de potassium. Celle-ci a une fourchette beaucoup plus étroite car ces normes se situent entre 3,5 et 4,5 mmol par litre. La fonction rénale peut également se voir sur le iono, comme je vous le disais juste avant, grâce à deux marqueurs principaux. Le premier est la créatinine, qui doit être de manière générale inférieure à 100 micromol par litre, et le deuxième est souvent appelé le DFG, ou débit de filtration glomérulaire, et il s'agit du meilleur marqueur pour qualifier les stades d'insuffisance rénale. Il est inversement lié à la créatinine, car celui-ci diminue lorsque la créatinine augmente. Ainsi, un DFG normal est supérieur à 90 ml par minute par 1,73 m², et permet d'affirmer une maladie rénale chronique lorsqu'il devient inférieur à 60. Passons maintenant sur les marqueurs biologiques de l'hémostase, qui permettent de constater si votre patient a ou non des anomalies au niveau de la coagulation sanguine. Commençons alors avec le fameux TP-TCA, dont vous entendrez souvent parler en stage. Il s'agit du taux de prothrombine et du temps de céphaline activé. En ce qui concerne le TP, celui-ci correspond à l'activité de plusieurs facteurs de la coagulation et s'exprime en pourcentage. De manière générale, celui-ci doit être compris entre 70 et 100%.
En ce qui concerne le TCA, il s'agit d'une mesure du temps de coagulation du sang. Il ne s'exprime pas en pourcentage, mais souvent sous la forme d'un rapport entre le TCA mesuré du patient et celui d'un témoin. Un rapport normal entre le TCA patient et le TCA témoin est de moins de 1,2. Retrouvons avant de finir sur l'hémostase le dernier marqueur biologique dans cette catégorie qui est l'INR. Il permet de surveiller les patients prenant des anticoagulants de type AVK. L'INR a globalement une fourchette de référence située souvent entre 2 et 3. Ceci dit, pour les patients ayant des valves mécaniques mitrales, les objectifs sont plus de 2,5 à 3,5. Retenez de toute manière que plus celui-ci augmente, plus le risque d'hémorragie est important, et à l'inverse, plus il est bas par rapport à l'objectif du patient, plus il y a un risque de thrombose. Ça y est, nous avons fini de voir les principales normes de la NFS, du Iono et du bilan de coagulation. Maintenant, nous allons voir deux autres plus particulières. Pour la première, vous en avez sûrement déjà entendu parler lors de vos premiers stages, car elle est incontournable, il s'agit de la glycémie, qui reflète le taux de sucre dans le sang. À jeun, chez un patient non diabétique, celle-ci doit se situer entre 3,9 mmol par litre et 5,8. Sinon, on parle d'hypo ou d'hyperglycémie. En lien avec, il y a aussi l'hémoglobine glyquée qui montre la tendance de la glycémie sur une période allant de 2 à 3 mois, et qui, chez un non-diabétique, doit être comprise entre 3,5 et 6,5 environ. La deuxième, c'est la CRP, qui est une protéine produite par le foie, envoyée dans l'organisme lors d'une inflammation. En temps normal, elle doit être inférieure à 6 mg par litre. Et lorsqu'elle augmente, cela est le signe d'une réponse inflammatoire de l'organisme. Ça y est, nous avons fini ensemble de voir les normes sanguines incontournables à connaître avant de partir en stage. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous dis à la prochaine sur Côté Infirmier. Ciao!